Alors, je vais d'abord me présenter, Alexandre Joly. Donc, je suis le fondateur de Ubi, donc qui est un ISV spécialisé dans les plateformes de chatbots, avec un très fort lien avec les plateformes M365. Très fort lien, puisqu'en parallèle aussi, j'ai également une activité, je suis le directeur d'une ESN qui s'appelle Hub Collab. Il y a beaucoup de hubs dans le groupe, et qui, elle, délivre du service principalement sur les plateformes M365. Ubi étant le résultat de plusieurs années de recherche et dans le mode de l'automatisation. Personnellement, je suis également l'ancien responsable pour l'Europe de l'Ouest de chez Nintex. Donc j'ai un lourd passif dans l'automatisation, et Ubi est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on aurait voulu, tout ce qu'on voudrait voir en termes d'automatisation sur les plateformes qui nous intéressent aujourd'hui. Petite historique, pourquoi Ubi est un poulpe, hein, pourquoi le logo de Ubi est un poulpe, parce qu'à la base, initialement, Ubi on avait une vision très poulpesque de la plateforme, avec cette plateforme qui va pouvoir, de façon tentaculaire, manipuler à peu près n'importe quelle plateforme et n'importe quel outil. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu alors on n'est pas sur une présentation produit, parce que je vais être obligé de vous présenter certains concepts, parce que j'imagine que certains d'entre vous ne connaissent pas Ubi, mais je vais vraiment vous montrer l'évolution de Ubi V1 vers Ubi V2, puisqu'il y a eu donc énormément de changements qui ont été réalisés de par nos clients, nos partenaires, et d'ailleurs notre vision à nous, qui nous a permis d'aiguiser un petit peu la vision de la plateforme idéale. Donc, je vous présenterai globalement le concept général de Ubi, l'évolution vers Ubi 2.0, les fonctionnalités qui du coup ont été agrémentées. Je vous ferai une démo de tout ça. Après, je vous expliquerai comment Ubi s'intègre à un réseau partenaire, s'appuie sur un réseau partenaire pour délivrer de la valeur ajoutée. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet et définir ce qu'est un Metabot. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de plateforme de chatbot. Voilà, des outils de chatbot, il y en a plein. Mais Ubi n'a jamais été créé pour être une plateforme simple de chatbot. Puisqu'en fait, un chatbot, c'est ni plus ni moins qu'un outil de conversationnel qui est capable soit de répondre à des questions sur un sujet, soit d'interagir avec des scénarios. Donc, certains là les appellent les skills, d'autres les appellent les scénarios, d'autres les appellent les processus en langage naturel. Généralement, on est limité sur un chatbot, un usage. J'ai un chatbot qui fait ça, j'ai un autre qui fait ça, et parfois, comme on est un peu bloqué, on met tout dans un chatbot avec des connaissances qui se chevauchent les unes les autres. Et du coup, ce chatbot qu'on peut déployer partout, il a sa propre limitation, c'est d'être compétent que sur ce qu'on lui apprend. Le Metabot va plutôt prend le problème dans le sens inverse. On va plutôt prendre la connaissance, alors que ce soit des connaissances simples, des questions, des réponses, ou des arbres de décision qui n'automatisent rien, ou des scénarios d'automatisation. Le Metabot, lui, va être capable de s'adapter à son contexte. C'est-à-dire, si je suis un chatbot sur un site RH, il va répondre aux questions RH. Sur le support, sur un site support, on va répondre aux questions support. Sur un site d'adoption, on va répondre aux problèmes d'adoption, tout en évitant la création de multiples chatbots. En fait, vous créez vos connaissances dans le Metabot, et après, vous diffusez vos connaissances simplement sur les canaux qui vous intéressent. Donc, dès le début, Ubi a été créé comme ça, a été créé pour être avec une vision de Metabot. En revanche, sur le chemin du Metabot, il y a beaucoup de jalons. Là, je vais vous montrer comment on est arrivé un peu au dernier jalon, le Ubi 2.0. Alors, le passage en 2.0, c'est un gros travail, puisque c'est là où, on va dire, où il y a beaucoup de changements structurels. Et je vais vous l'expliquer en commençant par vous expliquer qu'est-ce que Ubi réellement. Donc, Ubi permet d'automatiser en langage naturel les processus de l'entreprise en proposant des bases de connaissances aux utilisateurs. Donc, ces bases de connaissances peuvent être des bases, donc c'est ce qu'on voit ici, peuvent être des bases généralistes qui sont fournies nativement par la plateforme, donc par l'éditeur, donc par nous. Par exemple, nous avons sur la plateforme des bases liées à l'adoption M365.
il y a des bases sur les fonctionnalités de base d'Azure, sur le RGPD, sur l'utilisation d'outils d'automatisation sur la Power Platform, la gouvernance Team. Ça, c'est des contenus qui sont fournis par défaut sur la plateforme que vous pouvez activer ou désactiver quand vous voulez et qui sont mis à jour très régulièrement. Nos partenaires également peuvent produire du contenu qu'ils peuvent diffuser sur cette plateforme pour tout le monde. Et d'ailleurs, aussi, ils peuvent en créer que pour leurs propres clients et les diffuser que auprès de leurs clients. Ensuite, il y a la connaissance interne. Il y a forcément la connaissance que vous allez créer sur Ubi qui va être explosée en de multiples bases de connaissances. Et cet ensemble de bases de connaissances, donc vous pouvez en avoir une infinité, va pouvoir être activé où que vous voulez, où que vous soyez, sur un Teams, sur un SharePoint, sur un site web, sur un mobile. Et c'est vous qui allez, à base de clic-clic, à base de simple configuration manuelle, modifier les réponses de vos chatbots par canal. C'est-à-dire que si vous êtes sur un canal, vous allez activer telle ou telle base de connaissances. Sur un SharePoint, vous allez activer telle ou telle base de connaissances. Et automatiquement, le bot va recalculer son IA. En plus des simples bases de connaissances qui sont là que pour fournir des questions, des réponses, alors je vous passe le mécanisme standard de gestion de l'hésitation, gestion du doute, de demande de précision, on y reviendra un peu tout à l'heure. Mais celui-ci existe forcément. Au-delà de ça, on a également les processus. Donc, on est capable de créer via des outils très visuels pur no-code, et je le précise, c'est du pur no-code, il n'y a pas une ligne de code à écrire à l'intérieur, je vous le montrerai tout à l'heure, de créer des scénarios. Donc, ces scénarios-là, ce sont des scénarios d'automatisation qui peuvent se connecter à l'ensemble du SI ou à l'ensemble des outils du cloud. Je vous expliquerai comment sont créés ces connecteurs et comment la liste des connecteurs peut être agrémentée extrêmement facilement. Donc, quand on prend les deux, quand on prend d'un côté les processus, de l'autre côté la connaissance interne et la connaissance spécialisée, on crée un ensemble de connaissances, de compétences que l'on va activer indépendamment, individuellement. Comment est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'on va gérer toute cette offre de base de connaissances, de scénarios? Comment on va le faire? On va la gérer de façon simple, en intégrant une approche modulaire. Donc, on va créer un concept de module. Donc, le module, c'est des modules, il y a des modules, comme je vous l'ai dit, fournis sur étagère pour démarrer, en plus de vos propres modules que vous allez pouvoir créer. Et je me suis perdu, voilà. Et donc, tous ces modules sur étagère, donc je vous dis, c'est l'adoption Office 365, la gouvernance type, la RGPD, Mintex, donc c'est une base qu'on va faire pour l'éditeur. On est en train de faire avec un client, un de nos partenaires est en train de faire avec un de ses clients, du moins, une base sur la loi Sapin, la loi Sapin 2, qui finira par être intégrée dans les bases de connaissances sur étagère. Donc, tous ces modules-là, ils intègrent des bases de connaissances, comme je vous l'ai dit, des scénarios, donc autant que vous voulez également, mais également des IA. C'est-à-dire, c'est des IA qui communiquent avec des IA. Parce que là, on parle d'IA, de bots, qui sont capables de faire du NLP, donc de l'analyse de langage naturel, mais il y a également les IA qui sont capables de créer des choses, d'analyser des choses, de recevoir une image et d'en tirer des conclusions. Donc, Ubi peut sans aucun problème interagir. Alors, là, je vous le présente de façon très macro, pour que ce soit très clair, mais ça sera fait via des scénarios. C'est extrêmement simple à utiliser. Donc, demain, vous allez pouvoir avoir un scénario qui interagit avec une IA externe de chez vous et ou spécialisée d'ailleurs, qui va pouvoir d'ailleurs manipuler en même temps que l'on manipule les objets liés à cette IA-là, on va pouvoir intégrer les connecteurs natifs de Ubi. Tous ces modules, hop, on les envoie sur la plateforme. Et à partir de là, on a un ensemble de modules. Donc, un module, c'est plusieurs bases de connaissances, plusieurs scénarios, plusieurs IA. D'accord? On a ça packagé. Ensuite, ces modules, vous les configurez manuellement où vous en avez besoin. Donc, sur un site SharePoint, sur un Teams, sur un site web, sur l'application mobile. C'est-à-dire que les bots, selon leurs canaux de diffusion, répondront à des questions différentes. Auront des capacités différentes. Après, si vous voulez, voilà, après c'est de la gouvernance, hein. C'est ni plus ni moins la gouvernance de données. Mais comme vous avez une création illimitée de modules, illimitée de bases de connaissances, illimitée de scénarios, illimitée de connecteurs également, vous allez pouvoir créer à peu près ce que vous voulez en termes de bots. Et illimité en nombre de bots aussi, nombre de canaux. Donc, vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez.
Au-delà d'ailleurs de ces bases de connaissances sur étagère, il y a tout ce qui est de ces compétences de base, il y a également les bases de connaissances par défaut, c'est-à-dire c'est tout ce qui est les bases de discussion natives, c'est-à-dire bonjour, raconte-moi une blague, la capacité de gérer des situations de base, de réflexion de base avec un bot. Donc ça également, c'est pris en charge. Alors ça, c'est les concepts de base de BI. Alors, je vais vous présenter comment on est vraiment passé de EBI 1.x à EBI 2.0. Donc, on est passé de ça, de ce dont je viens de vous expliquer, donc ces fameux modules qui intègrent à la fois des scénarios et des bases de connaissances, où on peut mettre des bases de connaissances à plusieurs endroits. Bon, je pense que vous aurez compris, on est assez limité dans ce concept-là. Et on avait une IA globale sur laquelle allait taper la totalité des bots. C'est-à-dire que tous les bots allaient taper dans l'IA. Et cette IA, après, redispatcher les conversations selon les configurations qui étaient réalisées. Ce qui nous permettait de centraliser la totalité des sujets et de faire en sorte que l'IA d'analyse alors je devrais dire déjà les IA, mais là c'est pour simplifier la chose, puisqu'on avait une IA qui analysait l'intention et une autre IA qui analysait vraiment au sein d'une base de connaissances qui essayait de trouver la bonne réponse. Donc il y avait déjà deux IA. En fait, mais bon, elles étaient très liées, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y en avait qu'une. Et le passage à EBI 2.0, c'est ni plus ni moins la même chose sur les principes de modules, mais en revanche, on est maintenant sur une IA par canal. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation maintenant où chaque canal a son IA propre. Donc, ce qui veut dire que dès qu'on fait une modification quelque part, toutes les IA doivent se recalculer automatiquement. Donc, structurellement, c'est un énorme changement. C'est-à-dire que quand on parle à un bot, il est totalement individualisé par rapport à ses copains. Il pense différemment, il analyse les choses différemment. Alors, il y a toujours on va dire une petite IA centrale qui est là, mais qui fait un dispatch, juste. Mais le cœur des IA, des IA, du coup, a été repensé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte que le premier modèle, qui était très viable, nous limitait toutefois dans la capacité de séparation des bots. On voulait vraiment, et on veut toujours, avoir des bots qui soient totalement individualisés via une plateforme centralisée pour permettre la gouvernance. Donc, le mécanisme de publication est alors accéléré, puisque dès que vous modifiez une base de connaissances, dès que vous modifiez un contenu, celui-ci va impacter toutes les IA sur lesquelles il est déployé, forcément. Donc là, on a dû repenser totalement ce mécanisme-là. Donc, les IA le recalcul est automatique, enfin automatisable. Je dis pas automatisé, j'ai pas dit automatisé, puisqu'en fait, c'est manuellement, vous allez choisir de recalculer, de republier les IA. Ça permet d'éviter de faire des republications en pleine journée lorsque vous avez des utilisateurs qui peuvent être en train de manipuler. Pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Vous verrez, vous allez voir, même pour l'utilisateur final, lui, il ne va rien voir du tout. Vous, en tant que responsable de la plateforme, vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton pour automatiquement choisir quel IA va être publié. C'est un cycle qui peut prendre quelques minutes à de nombreuses minutes. Pourquoi? Parce que si vous modifiez une base de connaissances qui est dispatchée sur 30 chatbots différents, donc sur 30 canaux différents, ben là, les 30 IA doivent se recalculer. Donc voilà, il faut être indulgent quand on a beaucoup de bots, quand on a beaucoup de connaissances, il faut être indulgent. Ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Mais en revanche, c'est très rapide lorsqu'on a un ou deux bots à droite à gauche. Donc, et ça, du coup, on peut planifier le recalcul des IA par connaissance. Vous pouvez vous dire, voilà, là, je recalcule mon IA que sur la base de cette connaissance-là que j'ai modifiée. Les autres, ce n'est pas moi qui les ai touchés, donc pour l'instant, je ne les republie pas. Donc, ça permet de maîtriser son cycle de publication. Un autre gros avantage également, c'est le mécanisme d'affinage des réponses. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne BI. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cas d'usage. Il y a donc comment une base de connaissances est interrogée. Lorsque vous interrogez une base de connaissances, derrière, ça fait des maths. Ça fait de la stat. Et ça transforme chacune des questions et des réponses en vecteurs mathématiques. Je n'irai pas plus loin que ça parce que après, ça devient un peu complexe.
Et si je pose une question à une base de connaissances, celle-ci va analyser mathématiquement ma phrase, va procéder à énormément de manipulation de phrases pour alors, des mécanismes de lemmatisation, c'est du pur NLP, et cette transformation, elle, va être totalement invisible pour l'utilisateur, évidemment. Et au final, le bot va analyser votre réponse. Potentiellement, il y a des cas d'incompréhension. Donc ça, c'est totalement configurable. C'était déjà configurable avant. Sur un score entre 10 et là j'ai mis 25, 24, on est sur une incompréhension. Donc là, le bot va répondre un message d'incompréhension. Donc ces messages sont également configurables, évidemment. Sur une confusion, on a dans le cas entre 25 et 50 ici, où on va se dire, le score, il n'y a pas de réponse qui dépasse un score de 25-50%. Donc là, il sait pas trop, le bot ne sait pas trop exactement qu'est-ce que je suis en train de demander, et potentiellement, c'est une réponse qui n'existe pas. Mais potentiellement, il y a quelque chose. Donc là, il va quand même avoir une démarche de vous proposer, de vous dire qu'il n'a pas très bien compris, que potentiellement il va vous demander d'affiner, et il va quand même vous proposer ce qu'il a compris, les réponses qui peuvent correspondre. L'hésitation, c'est déjà qu'on est sur un niveau où le bot est pas sûr d'avoir la bonne réponse, mais il a quand même de gros doutes. Donc il va quand même proposer la réponse. Mais vous proposez également d'autres réponses qui à ses yeux, pourraient correspondre. Et la certitude, il est sûr de ce que vous avez demandé. Et là, il va y répondre. Donc ça, c'était l'évolution en 1.0, en 1.x. Dans la version 2.0 et 2.x, en l'occurrence, on a rajouté un niveau d'affinage. C'est-à-dire que là, on est à un niveau d'affinage par contexte. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant définir si quand je pose une question, et moi j'aime généralement donner cet exemple-là, l'exemple de je veux ajouter un administrateur. Alors, je veux ajouter un administrateur, c'est une question qu'on peut retrouver dans énormément de contextes. Si j'ai un module lié à mon application métier, si j'ai un module lié à Teams, si j'ai un module lié à SharePoint, un module lié voilà. Si je pose la question, je veux ajouter un administrateur, moi qui ne suis pas encore habitué à vraiment parler avec ce genre d'outils, mon bot, lui, il y a beaucoup de contextes qui pourraient répondre. C'est en ce sens qu'apparaît la sélection du seuil d'intention en premier lieu. Donc ici, incompréhension du contexte, du coup, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est-à-dire que on a 3 niveaux. Soit je ne sais pas du tout de quoi tu parles, soit je sais vraiment de quoi tu parles, soit j'ai des doutes et là, il faut que tu affines. Donc, on a cette flexibilité. Alors, même si c'est une flexibilité, généralement, on dira à nos clients éviter de trop jouer, hein, parce que ça va potentiellement pas vous aider si vous augmentez l'hésitation du contexte au maximum, votre bot va souvent hésiter. Et à contrario, si vous limitez cette zone-là, votre bot tombera toujours en erreur. Donc, avant même de rentrer dans le mécanisme de sélection du seuil de réponse, votre bot va d'abord être chercher à bien comprendre le contexte et vous orienter sur des contextes spécifiques. Donc, avant, dans Ubi, on avait tous ces messages qui sont des messages par défaut sont direct, le résultat direct de ces cas d'usage-là, ou lorsque je suis en confusion, en hésitation, en incompréhension ou en incertitude. Donc, j'avais des messages spécifiques, qui étaient des messages simples, qui potentiellement étaient agrémentés par les réponses qui allaient s'y adjoindre. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin, puisque sur chacun de ces messages, on va pouvoir déjà mettre des réponses plus complètes, plus complexes, mais surtout à exécuter des scénarios. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire, si je n'ai pas de résultat, là, je vais aller faire directement ma recherche dans la gêne. Donc, ce qui va se passer, c'est que je fais une recherche sur une des bases, je fais une recherche sur un canal, pardon, et là en fait, il ne trouve rien. Alors, vous allez pouvoir directement soit dire j'ai rien trouvé, ou alors dire j'ai rien trouvé, mais est-ce que vous ne voulez pas chercher dans la gêne? Peut-être que je vais trouver votre bonheur. On peut imaginer que qu'on va avoir des cas où on peut dire voilà, est-ce que vous voulez contacter le support? J'ai pas trouvé, voulez-vous contacter le support? Donc c'est la demande de confirmation en fait qui va vous permettre de faire à peu près n'importe quoi. C'est pas une fonctionnalité qui du coup on met out of the box. Le fait de dire activez ça et votre bot vous allez pouvoir exécuter faire un transfert vers un humain, mais bien au contraire c'est beaucoup plus puissant puisque là vous allez pouvoir faire n'importe quoi.
à travers les scénarios dans ces messages-là, vous allez pouvoir faire à peu près n'importe quel usage. En plus, donc, comme les IA sont éclatées maintenant par canal, on peut vraiment rendre chaque canal indépendant. Donc, la personnalisation de la base de discussion par défaut. Alors forcément, dans Ubi, il y a une discussion qu'on appelle affectueusement le chit-chat. Je déteste ce nom, mais ça a été consacré par nos développeurs. Ça, c'est qu'en interne qu'on l'appelle comme ça. Et cette base-là est une base qui est globalisée sur le bot. Mais potentiellement, vous avez envie d'avoir des bots qui répondent différemment, avec des bases de discussion par défaut. Donc, avec le rajout de ce niveau, vous allez pouvoir avoir personnalisé indépendamment chaque base de discussion par canal. Vous allez pouvoir personnaliser les seuils que je vous ai présentés également par canal. Vous allez pouvoir personnaliser tous les messages par défaut par canal et rajouter des scénarios additionnels par canal. Alors, le scénario additionnel, c'est ni plus ni moins, je suis sur un... on voit souvent des bots qui disent, qui vous demandent des confirmations à chaque fois qu'ils vous répondent. Mais on n'a pas forcément envie de ça partout. Donc, dans notre cas, on va avoir un scénario additionnel qui va se rajouter, et ce scénario additionnel va être proposé en tant que réponse suggérée de chaque réponse. Donc, les réponses suggérées sont déjà une fonctionnalité qui existe depuis le début. Le fait que je donne une réponse et je peux proposer des réponses additionnelles, des questions additionnelles. Là, en l'occurrence, par canal, on va pouvoir dire j'ai un canal de diffusion sur lequel j'ai des centaines de bases, des milliers de questions, ce n'est pas la question. Et à chaque réponse que va me donner le bot, il va me rajouter une proposition de scénario additionnel. Et c'est généralement ça très utile pour faire soit le transfert vers un humain, soit la création de tickets, soit la confirmation de bonne réponse. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, non. Et là, potentiellement, est-ce que du coup, vous voulez créer un ticket? Est-ce que vous voulez loguer vos commentaires dans un outil? Voilà. Et ceci, ces scénarios-là, donc d'ailleurs, existent. Alors, pour être honnête, le projet de galerie, on devait le délivrer pendant l'été. Vous savez tout ce que c'est l'été en France. Tout le monde est en vacances, donc on l'a un peu postponé. Donc on va le faire ce mois-ci, c'est-à-dire qu'on va avoir une galerie publique de scénarios sur lesquels vous allez pouvoir piocher tous les scénarios que vous souhaitez. Et donc, tous les types de scénarios de transfert vers un humain, de création de tickets, de confirmation de messages. Alors, vous pourriez très bien les faire, mais on en a déjà fait beaucoup. Et vous n'avez qu'à les réutiliser, les récupérer de cette galerie, les réimporter dans votre BI et faire de votre BI ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous aurez les confirmations que vous souhaitez, les messages que vous souhaitez, les scénarios de création de tickets sur n'importe quelle plateforme, il n'y a aucun problème, tout sera disponible. On est en train de les faire, mais on les a pas mis. On les a déjà, mais on les a pas mis à disposition sur cette fameuse galerie qui sera disponible depuis le site web. Et ça, sans création de compte, c'est du totalement gratuit évidemment. Donc le transfert vers l'humain, j'en ai déjà parlé. Donc du coup, je vais peut-être vous montrer tout ça, vous montrer un petit peu ce dont est capable le BI. Alors j'ai beaucoup parlé, donc je vais essayer d'être un peu succinct. Je vais commencer dans un site SharePoint, site SharePoint de base. J'avais déjà ouvert un BI. Alors, je continuerai sur Teams après. Voilà. Donc là, l'application BI, c'est une app standard qui est configurable en termes de design. Alors, j'y reviendrai sur la fin, mais le fait également d'avoir éclaté les canaux va nous permettre de spécifier individuellement chacun des designs de chaque bot. Ce n'est pas disponible sur Teams parce que Teams est quand même limité graphiquement, mais sur tous les espaces web et les espaces graphiques et les espaces SharePoint, déjà vous pouvez changer pas mal de choses, vous pouvez en changer encore plus. Ce qui est intéressant, oui, là, hop, il reconnaît ma langue. Je vais poser, alors je sais que sur ce canal-là, je vais avoir activé le module lié à la RGPD. Donc vous voyez, donc là ça répond à mes questions. Quand je clique sur mes questions suggérées, voilà, ça reste ça. On va pas, je vais pas vous montrer toutes les questions, mais bon, faites-moi confiance, le module répond. Il y a beaucoup de contenu. Vous voyez, ça va très rapide. Ubi est très rapide. Ça, c'est un point très d'attention. On répond en moins d'une seconde. Et quand je clique sur le message, ici, ça va m'ouvrir le message en plus gros pour une meilleure lecture.
Au passage, comme je ne fais pas ici, bon, je sais qu'il ne faut pas faire de faute de frappe, on en fait tous, hein, mais je posais la même question. Alors, j'ai peut-être été, j'étais trop gentil, parce que là, hop, il m'a rien dit. Allez, je vais mettre ça comme ça, voilà. Vous voyez, là, je suis dans un cas d'hésitation. Il me dit, bah, là, ça allait, il a trouvé, parce que bon, la faute d'orthographe était quand même limitée. Alors, toutes ces fautes d'orthographe ne sont pas, nous, on les écrit pas, on écrit pas nos bases de connaissances en faisant des fautes d'orthographe. C'est EBI qui a la capacité d'analyser tout seul les fautes d'orthographe. En revanche, quand je vais un peu trop loin, bon, voilà, là, il me dit, bah, là, je suis pas sûr de ce que j'ai trouvé, mais voilà ce que j'ai trouvé. Là, il est dans un cas d'hésitation. Ce message-là, j'aurais très bien pu le modifier, mais en l'occurrence, voilà, il me va très bien. Je vais aussi, là, je vais partir sur un autre top dans Teams. Voilà. Et pareil, voilà, là, c'est un autre contexte, un autre module, un autre outil. D'accord? Donc, je pars de Teams. Et là, sur ce canal-là, je vais aller le voir. Je vais vous montrer ce que j'ai activé. Donc, je vais rentrer dans mon portail, ici, qui est sur portal.bi.ai. Je vais aller voir dans mon canal. Et mon canal ici, il est là. Donc, je sais que j'ai 4 modules et que j'ai 18 bases de connaissances et 4 scénarios d'activer. Donc, je vais déjà aller vérifier pour voir qu'est-ce qui est. Donc, je sais que sur ce site, on a toutes les le module Microsoft 365, qui est un module donc, du store avec 13 bases de connaissances. Le module démo, mon module démo avec plein de choses, pouvoir créer des équipes dans Powell, puisqu'on est intégré directement dans Powell, dans l'outil Powell, les demandes de congés, le prix du Bitcoin. Alors, chez mes devs, des fans de Bitcoin qui ont créé plus de scénarios pour analyser le Bitcoin que pour créer des tickets ITSM, mais ça, c'est un autre sujet. La création de tickets ITSM, la base RGPD et la base sur l'adoption et la gouvernance de Teams. Quand on a ce petit truc-là, ça veut dire que c'est intéressant que le scénario, en l'occurrence, a été modifié et pas encore publié. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la possibilité de publier par connaissance. Et là, voilà, là, je peux aller modifier, mes différents messages. Je crois que je l'ai activé, je vais vérifier. Je vais faire tarte à la tomate. Alors, je vous rassure, j'ai pas de truc sur les tartes à la tomate, mais l'objectif étant qu'ils ne trouvent rien. Voilà. Donc là, en fait, mon message, ce qui s'est passé, c'est que je suis dans un cas de pas de résultat, et moi je lui dis, ben, si tu n'as pas de résultat, du coup, je voudrais bien que tu me lances un scénario de recherche dans la GED. Donc, accéder au support. Voilà, alors, hop, je vais faire oui. Voilà, et je veux accéder au support. Je sais pas trop où j'en suis, je suis un peu perdu. Là, donc là, il y a une recherche alors là, en l'occurrence, c'est une recherche très simple, c'est une recherche sur SharePoint qui fait un renvoi de ce qu'il a trouvé sur SharePoint sous un format de rich card. Et là, automatiquement, boum, je vais me connecter sur le document, qui est un document très simple, qui s'appelle un document d'accès au support. Vous voyez, donc là, c'est un scénario de base, hein, un scénario très basique, mais qui démontre qu'en fait, sur un message de n'importe quel type de message par défaut, on peut inclure des scénarios qui vont aller faire un peu n'importe quoi. En l'occurrence, pour la petite histoire, hein, alors on ne le met pas sur n'importe quel message par défaut, parce qu'il y a des messages où il est incohérent de mettre du scénario. En faisant des tests, on s'est aperçu qu'en fait, il était totalement incohérent sur des messages d'hésitation et de confusion de rajouter des scénarios, donc on les a bannis. Voilà. Donc là, je commençais sur SharePoint, je vais continuer sur Teams parce que le problème est exactement le même, le sujet est exactement le même, soit au delta des spécificités graphiques. Sur Teams, on est disponible via une apps, via des discussions de groupe ou via des discussions directes. Donc, toutes ces formes de discussion sont également des canaux. Donc, quand je reviens ici, je vois bien que j'ai le canal tous les Teams, le canal l'apps EBI pour Teams, le canal discussion de groupe et tous les Teams spécifiés par défaut. Voilà. Donc, et en gros, dans chacun des Teams, il va falloir installer le bot. Donc, installer un bot, c'est extrêmement rapide, puisqu'il vous suffit donc, disons que vous êtes sur un Teams sur lequel aucun bot EBI n'a jamais été installé. Et il suffit de faire un arrobase, vous allez faire un obtenir des bots, et là, vous allez avoir accès à tous les bots qui ont été installés sur votre plateforme. Donc, il suffit de sélectionner EBI, et ainsi derrière, vous pouvez lui poser des questions. Donc, c'est extrêmement rapide. Et ça, c'est une seule personne qui doit le faire.
Voilà. C'est la même chose dans les discussions de groupe, hein, dans les discussions one-to-one. Vous allez pouvoir faire à peu près, vous allez pouvoir discuter en one-to-one avec une personne en particulier, donc Erwan en l'occurrence, et je peux intégrer Ubi à la discussion. Et ensuite, j'ai la discussion vraiment one-to-one avec Ubi, donc où là, alors, si j'ai des questions et je veux pas que forcément les d'autres personnes le voient, je vais pouvoir les poser ici. Par exemple, alors là, l'intérêt de ne pas aller en one-to-one via l'apps, hein, c'est de ne pas avoir à identifier le bot. Voilà. Ici, je vais pouvoir poser des congés. Et également, voilà. Là, il va me demander à partir de quelle date voulez-vous poser des congés. Alors là, je vais arrêter. Je vais arrêter parce qu'en fait, je vais aller plus loin. Poser des congés à partir de demain. Voilà. Donc là, en gros, je commence à, je me lance, je veux poser des congés, mais dans ma phrase, j'inclus déjà une notion qui étudie le scénario. Donc là, au lieu de me demander à partir de quelle date, il me dit jusqu'à quelle date, parce qu'il connaît déjà la date de début. Dans 10 jours, là, je vais être très rapidement là-dessus. Hop, des congés payés. Voilà. Non, pas de commentaires. Et oui. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter ma demande dans mon outil RH. Voilà. Donc là, globalement, hein, fonctionnellement, le bot, voilà ce qu'il peut faire et voilà une bribe des capacités qu'il peut avoir. Maintenant, on va voir l'envers du décor. Donc l'envers du, parce que je sais que j'ai plus beaucoup de temps, je me fais, j'ai à côté, j'ai mon responsable marketing qui me dit Alex, accélère. Oui, chef. Du coup, j'ai ici mon portail qui va permettre de à la fois ici renvoyer des informations de monitoring. Alors, je vais le recharger parce que je pense que lui, il n'a pas été chargé depuis longtemps. Voilà. Et également me renvoyer mes retours utilisateurs parce que je ne vous ai pas montré, mais que ce soit dans Teams ou dans SharePoint, je vais pouvoir, alors je vais vous en trouver un, voilà ici, je vais pouvoir faire des feedbacks, je vais pouvoir faire des feedbacks voilà, à mon bot pour lui stipuler que des réponses que ce soit sur Teams ou SharePoint, ne correspondent pas à mon attente. Donc, ce qui va se passer derrière, c'est que ces réponses, si je recharge, vont apparaître dans les retours utilisateurs. Donc, dans les retours utilisateurs, je vais en avoir 6 maintenant, voilà. Très bien. Et je vais pouvoir dire, celui-là, c'est une mauvaise réponse, je vais l'assigner à la base, à la base SharePoint. Et je dis, donc, hop, là, tu sors de là et elle va apparaître dans la base SharePoint. J'ai également les hésitations, les confusions et les questions sans réponse qui apparaissent ici. Donc, ça me permet d'affiner les connaissances et les compétences de mon bot au fur et à mesure que les utilisateurs l'utilisent. J'ai mes bases de connaissances ici qui sont créées alors, en orange. Alors, on a un code couleur. Hein. Les bleus foncés, ce sont celles que moi j'ai créées. Les verts canards, ce sont celles qui sont disponibles sur ma plateforme. Et les oranges, ce sont les bases du store, donc fournies par la plateforme, que l'on a étendues. Parce que forcément, les réponses que fournit l'éditeur sur Office 365, sur Yammer, sur OneDrive ou sur tous les outils, potentiellement, les réponses ne vous conviennent pas. Donc, vous allez pouvoir les étendre, les modifier, les surcharger, voire les supprimer. Et vous allez du coup pouvoir avoir une base custom basée sur une base existante qui est propre. Voilà, donc vous pouvez créer autant de bases que vous voulez, évidemment, et quand vous manipulez une base, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vous êtes sur un outil très graphique qui vous permet de créer des questions alternatives, de créer des réponses simples, des réponses plus complexes avec des mécanismes de rich card, adaptive card, avec le mode très simple qui est un mode où vous pouvez créer autant de modèles de rich card. Là, vous n'en voyez que 5, enfin, DR4, puisque le 5e, c'est le mode éditeur avancé. Vous pouvez en créer autant que vous voulez et en avoir 15 si vous voulez. Là, sur la démo, on en a 4. Comme ça, vos utilisateurs, ils n'auront pas tapé du code JSON. Donc ça, c'est vraiment le mode avancé. Et également, sur une réponse, vous pourriez vouloir exécuter des scénarios. C'est-à-dire que vous êtes dans un mécanisme de gestion de question-réponse. En revanche, la réponse, c'est un scénario. Et forcément, il y a une traduction automatisée qui est faite entre le français et l'anglais. C'est-à-dire ici, alors je vais vous montrer ici, hein, je sors de là, je supprime.
Ici, je suis sur une phrase qui est que en français et je peux automatiquement la traduire en anglais avec. Alors oui, je vais peut-être faire une phrase plus. Je vais peut-être prendre un contenu qui est plus parlant. Je vais le refaire, hein, excusez-moi. Je vous fais des phrases totalement aléatoires. Je ne sais pas si en anglais ça se dit de la duchesse. Et là, je vais mettre une phrase de base. Il fait très. Alors d'ailleurs, je suis petite annonce météo. Il fait très beau ce matin à Toulouse. Parce que vous aurez deviné que mon accent vient du sud. Voilà. Et donc, quand je fais une traduction, c'est une traduction automatisée, à savoir que là aujourd'hui, sur cette plateforme de démo, la plateforme n'a été installée qu'en français et en anglais. Mais elle serait disponible sans aucun problème. D'ailleurs, on va l'activer par défaut partout. Les langues par défaut seront toutes les langues principales, espagnol, portugais, l'allemand et le néerlandais vont être également activées très prochainement. Mais elles sont activables. Aujourd'hui, on les active que sur demande. Voilà. Donc, voilà, pour les bases de connaissances, je vais accélérer parce que j'ai vraiment plus beaucoup de temps et j'ai encore des choses à vous dire. Je vais juste vous montrer très rapidement l'éditeur de scénario, hein, qui est très poussé. Qui vous permet de créer des scénarios très complexes avec des questions ouvertes, des questions fermées, des messages, des conditions, des opérations, des connecteurs vers à peu près tout n'importe quoi. C'est du drag and drop. Vous voyez, vous créez vos conditions, vous créez vos scénarios en drag and drop. C'est très simple. Hop. Bon, je vais repartir sur mes questions. C'est très simple. Oui, hop, non. Oui et non, ça va créer des branches différentes. Ça provient déjà, c'est déjà depuis la toute première version de l'outil, ça existe, mais dis-tout que maintenant les scénarios sont totalement imbriqués dans la logique d'explosion des IA. C'est-à-dire que les scénarios vont vous permettre de faire à peu près tout et n'importe quoi. Les transferts vers un humain, puisqu'un transfert vers un humain n'est ni plus ni moins qu'une question qui va être posée et qui va potentiellement exécuter un connecteur. Alors, je vais prendre, alors je l'ai désactivé, mais ce qui va me permettre de vous montrer comment on le réactive. Excusez-moi, je vais revenir. Puisque j'avais désactivé le connecteur Teams pour faire des tests. Voilà, boum, je le réactive. Donc moi je suis administrateur, donc je peux activer, désactiver, c'est tout ça. Donc voilà, je vais potentiellement rajouter dans mon connecteur Teams, je vais dire le transfert vers l'humain n'est ni plus ni moins que la création de messages dans un channel, par exemple, parce que c'est un cas de transfert vers un humain possible. Où là, il faut juste que je rentre les variables de mon workflow, de ma discussion. Je les rentre en tant que paramètres de mon connecteur. C'est aussi simple que ça. Donc pour les TECOS, on a laissé afficher certaines données parce que ça vous permet de faire des choses en plus. Voilà. Je vais finir. Je n'ai pas pu tout vous montrer, mais bon, c'est intéressant si vous êtes intéressé d'aller plus loin. Mais au niveau du canal, maintenant, on peut modifier beaucoup de choses. Et tout ce que je vous ai présenté, on les modifie ici par canaux. On peut outrepasser chacune des fonctionnalités que j'ai présentées aujourd'hui. Je vais revenir sur mon slide et pour parler d'un sujet très important, c'est la valeur ajoutée de nos partenaires. Alors, EBI est ce qu'on appelle dans le monde de Microsoft un ISV. On est un fournisseur de solutions. On n'est pas un fournisseur de services. Donc, toutes les ESN, sans exception, peuvent travailler avec nous pour devenir partenaire certifié. C'est très simple de devenir partenaire certifié. Déjà d'être motivé on peut travailler ensemble chez vos clients. On peut travailler ensemble avec vous, avec nos experts, nos linguistes, pour vous aider à réussir vos projets. Et surtout, la valeur ajoutée du partenaire, c'est déjà créer l'awareness auprès d'un client. On sait qu'il y a beaucoup de plateformes de bots. On sait qu'il y a beaucoup d'outils géniaux, même que font Microsoft. PVA, par exemple, est un outil très puissant. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a souvent et je pense que j'aurai des questions sur le sujet. Et en gros, EBI permet, en centralisé, de faire énormément de choses.
Donc, pour un partenaire, ce qui est intéressant, c'est de donner une vision chatbot à ses clients, potentiellement tout le service d'initialisation, de mise en place, de formation, on le est géré via nos partenaires. Le build, donc, parce qu'effectivement, on fournit des bases de connaissances sur étagère, mais comme vous avez compris, tout est à créer, puisque forcément, votre client, ou vous-même d'ailleurs, vous allez vouloir créer vos propres bases. Donc là, vous allez vous entourer des personnes, des sachants. Donc, on a une liste de partenaires qui sont en capacité aujourd'hui de délivrer du service. Le support, derrière, qu'est-ce que c'est? Quand vous mettez en ligne des bases de connaissances, des scénarios, dans un premier temps, il faut les affiner, puisque vos utilisateurs ne vont pas utiliser votre outil forcément comme vous l'imaginez. Donc, il y aura une partie d'affinage qui sera à prendre en compte. Donc ça, c'est notre partenaire qui le prend en compte, en sachant que le support plateforme est géré par nous. Donc, je suis dans les temps, donc j'ai pris un peu de retard. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Je vais voir dans le chatter. Alors, je m'attendais à celle-là. J'ai une première question sur EBI versus PVA. Alors, PVA, c'est Power Virtual Agent, c'est l'outil poussé par Microsoft, qui est intégré à la Power Platform, qui est un outil que nous, quand je dis nous, je vous explique, c'est que je vous ai déjà dit, on a aussi HubCollab de l'autre côté. Donc chez HubCollab, qui est le partenaire, qui est le SN à laquelle j'appartiens, délivre autant du PVA que du EBI. Alors PVA est très puissant, mais à ses limites. Par exemple, vous créez plusieurs, ce que je vous ai montré là, tous les scénarios que je vous ai montrés là, vous auriez dû créer quelques dizaines de PVA pour le faire. Et les bases de connaissances que je vous ai montrées, ce serait utilisé par Skills. Il y a plein de choses que vous pouvez pas faire. Rediffuser des contenus sur multicanaux. En gros, vous allez devoir les republier et les réimporter à chaque fois dans chaque PVA. Ça, c'est complexe. Il y a une mécanique de licensing également. Ici, tout ce que je vous ai montré est soumis à un seul licensing par PVA. Vous allez avoir un PVA, licence par un coût par PVA. Et comme PVA n'intègre pas d'automatisation, il faut passer par du Power Automate pour automatiser des scénarios. Donc, vous avez déjà deux outils. Donc, et deux coûts, parce que Power Automate n'est pas gratuit. Vous devez pour chaque Power Automate, vous devez intégrer un scénario Power Automate. Ici, tout est centralisé. Et au moins, vous savez ce que vous payez déjà, parce que vous êtes toujours, le coût est unique. Alors, j'ai une autre question sur, si j'ai bien compris, un chatbot peut être indépendant des autres bots dans un canal. Alors oui, c'est tout le sens. C'est tout le sens, puisque l'objectif étant de totalement séparer les canaux entre eux. Être capable que chaque canal de diffusion, je ne parle pas de canaux Teams, je parle de canaux de diffusion. Un bot sera totalement indépendant des autres, dans sa capacité de gérer les seuils, les messages, les scénarios, les compétences, les réponses par défaut, tout le design également, tout sera, alors je dis sera parce qu'il y a encore des points d'affinage dans les prochaines sprints, donc dans la prochaine version, dans la version 2. On ne sait pas si ce sera peut-être pas la 2.1, ce sera peut-être la 2.01. Il y a pas mal de fonctionnalités qui vont finaliser ce mécanisme de séparation des canaux. Comment EBI s'intègre à Teams? Alors, comment EBI s'intègre dans Teams? Je vous l'ai montré, hein, c'est une simple application Teams que l'on va intégrer sur votre Teams, donc au même titre que n'importe quelle application. Celle-ci, elle est téléchargeable. Alors, comme une app Teams, en fait, c'est quelque chose de très spécifique. Et comme là, on est elle n'est pas dans le store parce qu'elle inclut des ID spécifiques à votre tenant EBI. Donc, vous voyez, donc, il y a un petit mécanisme. Ici, on va télécharger l'application et celle-ci s'intègre en 2 clics. La règle est-elle un canal par domaine applicatif? Alors, ça, c'est intéressant. Peut-être, mais pas forcément. Pas forcément parce que comme vous pouvez avoir des modules, vous pouvez intégrer plusieurs modules à un canal. Globalement, vous pouvez très bien avoir un canal où vous allez vouloir faire de la RH. Donc, effectivement, en l'occurrence, si vous êtes sur votre bot qui est sur votre site RH, là, j'imagine que vous allez pouvoir faire que la RH. Mais en l'occurrence, peut-être pas, parce que vous allez pouvoir aussi, sur ce canal-là, pouvoir poser des questions généralistes sur votre société.
Donc, vous allez pouvoir avoir une base de connaissances spécifique à votre société, par les mots qui présentent la société globalement, mais qui va également vouloir intégrer les problématiques RH. Donc là, vous allez avoir un canal qui va intégrer deux contenus. Mais c'est vrai que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qui répond à la RGPD et aux questions généralistes sur Teams, pourquoi pas? Pourquoi pas même tout activer sur un canal, sur un seul canal? Il n'y a pas de limitation. Après, la limitation, elle va plutôt être dans la façon dont vous créez les questions, parce que dans deux contextes différents, vous allez pouvoir avoir des réponses qui se rapprochent. Donc, il faut aussi faire un peu attention à ça. Le mix des bases de connaissances ensemble marche très bien, hein, mais après, les contenus, nous, on ne les maîtrise pas. Donc, faut derrière faire, il y a une petite gymnastique intellectuelle à faire. Combien de temps faut-il compter pour espérer avoir un modèle IA performant sur la base d'une base et des scénarios nouveaux? Alors, c'est intéressant, parce que là, ça va être vraiment du training. Je ne vais pas vous cacher que lorsque nous, on a intégré les dizaines de bases de connaissances liées à M365, donc ça représente donc 13 bases de connaissances, ça représente plusieurs milliers de questions, et qu'on l'a fait tester par des experts M365, par des architectes de MVP, on a mis du temps avant d'avoir un niveau sain. Mais là, on est sur plusieurs milliers de questions. Il faut compter quand même plusieurs semaines de travail et de tests par, les personnes qui ont créé la base, déjà, très important, pour s'assurer que globalement les choses sont bien faites, mais surtout par des gens qui sont totalement, qui ne connaissent pas du tout le sujet, qui vont poser des questions totalement improbables. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'on est sur un mécanisme d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'il y a une IA qui va, si vous posez une question qui n'a pas de réponse, là, ça va aller dans mes fameuses questions sans réponse. En revanche, si vous êtes un utilisateur certifié, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, si vous posez une question et que cette réponse est bonne, mais que cette réponse ne fait pas partie de la liste des réponses, des questions alternatives à la question, cette question va prendre un niveau de score. C'est-à-dire que ça va affiner ma qualité de réponse positivement. Voilà. Donc, c'est un mix d'IA et d'intelligence humaine. Donc, je vais vous dire, c'est selon le volume de votre base. Si vous faites une base avec 200 questions, avec un module avec 200 questions et une dizaine de scénarios, ça peut prendre quelques semaines. Si ça va beaucoup plus loin, ça peut prendre quelques mois. On estime qu'à partir de 85% de bonnes réponses, on est sur une base plutôt saine. Les IA modulaires communiquent entre eux. Cela concerne le cas où un scénario couvre plusieurs domaines métiers. Les AI modulaires le cas. Alors, un scénario déjà devrait couvrir un seul domaine métier. On ne va pas faire un scénario qui va faire à la fois créer une bande de congé et créer un ticket support. Là, on va créer plusieurs scénarios. L'idée est de dire comment est-ce que vous allez packager vos modules. Ça va plutôt être, il faut voir ça comme du moment où vous prenez un module, vous prenez tout le module. Donc, vous allez d'abord créer vos bases de connaissances et vos scénarios, autant que vous voulez. Et après, vos modules, c'est juste un objet très simple à créer. Hein. C'est un objet, c'est-à-dire que je vais vous montrer, j'ai mon module de démo. J'ai créé un module ici, je peux en créer un autre en 30 secondes et je peux dire, voilà, là, je vais ajouter telle base de connaissances à ce module-là. Voilà. Donc, c'est qu'un objet abstrait, le module. Mais par contre, c'est l'objet qui va pouvoir, à partir duquel on va pouvoir dire, voilà, je le déploie sur tel site, tel site, tel site. Donc, ce qui veut quand même dire que potentiellement, plusieurs bases de connaissances vont apparaître dans plusieurs modules. Puisque si vous allez activer ce module à tel endroit, mais que vous ne voulez pas que cette base de connaissances qui est dans le module 1 appartienne au module 2, au canal 2, il faut créer un autre module qui soustrait cette base. Voilà. C'est toute une logique de gouvernance qui est assez simple, hein, comme gymnastique, c'est pas très compliqué, mais il faut bien maîtriser cette logique-là. Alors, on ne peut pas faire d'erreur puisque ça se fait, on fait des modifications en 2 temps 3 mouvements. Mais effectivement, si vous avez 10 bots différents et que quelqu'un vous dit, moi, je voudrais bien activer ce scénario ou cette base sur ça, potentiellement, vous allez vous dire, zut, ma façon de faire n'est pas assez fine. Donc, je vais recréer un module ici et m'assurer que ça marche bien. Dans une grande société, il se peut que mon scénario de demande de congé concerne N apps RH, dépendant du pays par exemple, oui. Je dois donc créer plusieurs scénarios et donc modules. C'est bien cela? Alors, vous pouvez créer plusieurs scénarios ou simplement avoir un scénario. Et j'ai un exemple. Hein, je
crois que je crée un ticket. Je crois que j'avais fait un exemple ici. Alors, je ne sais pas si c'est la phrase qui le lance, contacter le support, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Là, ça a l'air d'être ça. Quel est votre problème? Bon, voilà. Et ici, en fait, là, dans mon exemple, là, je peux contacter les Fresh Service, Jira, Matrix 42, ServiceNow. Alors, je veux juste montrer qu'effectivement, on peut créer un scénario. Là, en l'occurrence, c'est un scénario qui n'a pas trop de sens, je suis bien d'accord, mais c'est un scénario de démo pour moi, de test aussi, hein. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai une branche, j'aurai un connecteur par branche. En l'occurrence, c'est vrai, vous avez plusieurs façons de faire. Et c'est là où ça peut être très intéressant, puisqu'on n'en a pas parlé, on a une authentification MS Graph. C'est-à-dire, je suis capable d'identifier la personne qui est connectée quand je suis sur Teams ou SharePoint, pas en mode web évidemment. C'est-à-dire que si je m'aperçois que la personne connectée est de telle société, alors je peux automatiquement mettre une petite condition dans mon scénario ATSM et dire la personne connectée est de tel pays ou de telle succursale. Donc, lui, ça va être sur Jira. Lui, ça va être sur ServiceNow. Lui, ça va être sur telle instance de Fresh Service. Voilà. Et ça, vous pouvez soit créer un seul scénario qui va tout faire. Alors, selon la complexité, c'est pas très complexe. Ou alors, effectivement, avoir plusieurs scénarios spécifiques. Un point que je vais rajouter à ça, c'est une fonctionnalité qui arrive, je pense, dans la version d'octobre. Je dis je pense, c'est soit octobre, soit novembre. C'est le fait de pouvoir spécifier des scénarios et des questions, non pas par une gestion des diffusions de modules, mais par groupe AD. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, cette question, moi, je veux que c'est que pour les managers. Ce scénario-là, je veux qu'il soit actif sur ce site-là, en revanche, que pour telle population. Donc, potentiellement, on pourrait se dire que à ce moment-là, on pourrait avoir un module ITSM où vous allez intégrer tous vos scénarios et de dire ce scénario-là il ne sera jamais exécuté par la population belge, puis celle-ci, c'est que pour les Américains, celle-ci, c'est que pour les Français, etc., etc. Donc, il y a plein de façons de faire. Aujourd'hui, ça, on l'a pas, hein, comme je vous l'ai dit, c'est la version de novembre, mais octobre-novembre, je ne pourrais pas dire novembre comme ça, comme je suis enregistré, je ne voudrais pas que vous me ressortiez mes dires, mais ce sera plutôt sur la version de novembre, on aura cette possibilité intégrée. Alors, j'ai largement dépassé. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, j'ai l'impression que non. Bon, j'ai un peu dépassé 10 minutes. Si, dans vos règles, savez-vous mesurer le ROI chez vos clients? Une dernière, économie engendrée. Alors aujourd'hui, les économies se mesurent en temps humain. Alors on va pouvoir, le ROI, contrairement à des... alors, j'essaie de répondre correctement. Oui, on peut mesurer le ROI, mais ça va vraiment dépendre de votre utilisation. C'est-à-dire que quel est le volume quand vous faites une base de connaissances sur un sujet particulier, et je prends l'exemple du directeur juridique qui répond aux 500 mêmes questions tous les jours, lui, en gros, son ROI va être facilement mesurable. Le fait que sa compétence, on l'intègre dans un bot et que du coup, les gens vont pouvoir poser questions au bot et non à lui, ça c'est facilement mesurable. Pour un scénario de demande de congé, de création de ticket ITSM, le support niveau 1, généralement, va vous remercier. C'est-à-dire que vous allez largement diminuer les interventions auprès du support niveau 1 et niveau 2. On est bien d'accord qu'au niveau 3, généralement, va être très peu impacté par ce genre d'outil dans un premier temps. Mais c'est vraiment le support niveau 1, niveau 2. C'est-à-dire avec une croissance de votre nombre potentiellement de tickets et le coût engendré auprès de votre partenaire, va largement baisser lorsque vous allez intégrer des bases de connaissances. Alors, en l'occurrence, on le voit nous beaucoup sur Office 365, hein, sur l'adoption d'Office 365, avoir des bases de connaissances avec plusieurs milliers de questions, ça permet à nos clients de s'éviter beaucoup de travail d'adoption de formation et on va dire d'erreurs auprès de leur utilisateur. Après, le niveau 2, effectivement, c'est juste un filtre additionnel qui leur permet de ne pas avoir créé de tickets. Les tickets sont créés automatiquement. Mais ça, on peut en reparler. Si vous le souhaitez. On peut se recontacter pour qu'on fasse un point un peu plus précis par rapport à votre besoin. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On va faire le wrap-up. Donc, j'ai dépassé d'un quart d'heure.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le quart d'heure toulousain. Je vous remercie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous aviez à revenir vers nous via notre site web ou je pense que vous allez recevoir un mail également en retour. Je me ferai un plaisir de vous faire une démo plus personnalisée, plus complète également. Là, on est limité par le temps et de vous potentiellement de vous présenter à certains de nos partenaires. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de journée et bonne chance pour le reste de la semaine.